Bonjour à tous. Donc, effectivement, on va parler un petit peu de foie, un peu de cholestase et de cholangite biliaire primitive, qui s'appelait avant cirrhose biliaire primitive, mais ça faisait trop peur aux gens. Et puis, ça correspondait pas à la physiopathe. Donc, au bout de 20 ans, on a réussi à se mettre d'accord pour changer. En plus, les initiales ne changent pas, donc tout le monde était content. Un petit rappel sur la composition de la bile, c'est principalement de l'eau. Mais c'est également composé de bilirubine, de sel biliaire et de bicarbonate. L'objectif de la bile, c'est multiple, mais pour faire un peu scientifique, je vous ai mis un petit schéma un peu complexe. Ce qui est très important, c'est de voir qu'il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans la cholérèse, la formation de bile. L'hépatocyte, principalement, avec une cellule qui va produire la bile. Et via un récepteur, ça passe dans les canalicule biliaires. Et une fois dans le ductule, une fois dans les canaux biliaires, il y a un complément de sécrétion qui se passe avec justement des sécrétions de bicarbonate. On verra tout à l'heure que c'est très important pour notamment protéger les cholangiocytes. Alors, la cholestase, finalement, tout le monde en parle, mais finalement, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a c'est défini par une diminution de la sécrétion biliaire et finalement, c'est difficile de le mesurer directement. Heureusement, on a plein de marqueurs qui nous aident à ça. Et finalement, le truc le plus important, c'est la phosphatase alcaline, qui est du fait d'un défaut de cholérèse, il y a une accumulation intrahépatocytaire d'acide biliaire, ça augmente la synthèse de phosphatase alcaline, et il y a d'ailleurs également un défaut d'excrétion des acides biliaires par le pôle sinusoïdal de l'hépatocyte, et on augmente le passage des phosphatases alcalines dans le sang. Donc vraiment, les phosphatases alcalines, c'est the test pour la cholestase. Mais effectivement, il y a aussi des sécrétions, vous le savez tous, de phosphatases alcalines placentaires ou osseuses. Dans ce processus de cholérèse, il y a également une augmentation de la synthèse des gamma-GT, quasiment tout le temps, mais pas par l'hépatocyte, par le ductule, et dans les rares cas de cholestase qui ne concernent que le canalicule, pour rappel, le canalicule, c'est vraiment le pôle biliaire de l'hépatocyte, eh bien, on peut avoir une cholestase sans augmentation des gamma-GT, comme on peut avoir une augmentation de la bilirubine conjuguée sans cholestase, puisque les mécanismes de la bilirubine, de l'évacuation de la bilirubine et de la cholestase et des sels biliaires sont pas strictement associés, même si effectivement c'est extrêmement rare d'avoir l'hyperbilirubinémie conjuguée sans cholestase, et c'est des raretés génétiques des transporteurs qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Donc le diagnostic de cholestase, c'est effectivement l'association d'une augmentation des phosphatases alcalines en l'absence de grossesse, en l'absence d'atteinte osseuse, et évidemment chez les adolescents, c'est plus compliqué à interpréter, avec une association au moins de l'augmentation des gamma-GT ou des acides biliaires et ou de la bilirubine conjuguée, et éventuellement également associée à un prurite sans éruption cutanée. Grand classique, elle peut être non obstructive
Et ça, c'est une anomalie des transporteurs. Ce qu'on voit, on va passer sur les causes génétiques, le LPAC, juste pour dire un petit mot sur l'inflammation, quand on a une hépatite A, une hépatite E, avec de la cholestase ou une pneumopathie sévère à pneumocoque, ce qui se passe et pourquoi on a une augmentation de la bilirubine, pourquoi est-ce qu'on a une cholestase dans ce cas-là, c'est justement par une inactivation des récepteurs des acides biliaires et des phospholipides en rapport avec l'endotoxine, l'interféron, etc. La cause obstructive banale qui atteint les grosses voies biliaires, ce qu'on nomme assez souvent la cholestase extrahépatique, une grosse dilatation des voies biliaires, le cancer du pancréas, le calcul, et les causes donc, avec les atteintes des petites voies biliaires, tout ce qui est à base de granulome et évidemment la cholangite biliaire primitive, dont finalement il s'agit d'une maladie clairement auto-immune, très souvent associée à d'autres maladies auto-immunes, d'hystéroïdie, à maladie cœliaque. Ce qui a beaucoup étonné les gens, c'est que les immunosuppresseurs ne fonctionnent pas dans la cholangite biliaire. Et en fait, c'est pour ça que je vous ai fait ce petit rappel de physiopathe. C'est parce que probablement la lésion initiale, c'est une absence de sécrétion du bicarbonate dans le canal biliaire, et ce qui a pour effet d'exposer finalement les cellules aux sels biliaires qui sont très très agressifs. Et c'est par ce mécanisme que on va faire cette allo-immunisation. Et c'est aussi une des raisons pour expliquer que c'est finalement les médicaments qui agissent sur la cholérèse qui vont avoir une efficacité dans la CBP. On connaît tous l'acide urso-désoxycholique, c'est l'acide biliaire d'ours. Il y a différents agonistes, on y reviendra. Alors, Liesel a dit on va faire un truc très simple pour faire le diagnostic de CBP dans ses recommandations de 2018. Finalement, ce qu'ils voulaient dire par leur schéma précédent, c'était on n'a plus besoin de biopsie pour le diagnostic de CBP, ce qui n'est pas le cas pour l'hépatite auto-immune, et ce qui n'était pas le cas avant, à condition que il y ait une cholestase, donc avec une augmentation des phosphatases et des gamma-GT à peu près équivalente. Quelqu'un qui va avoir une consommation excessive de boissons alcoolisées, s'il a 2000 de gamma-GT et 200 de phosphatase, bon, a priori, on ne part pas forcément sur une cholestase, une maladie cholestatique en tout cas, mais s'il y a 200 de phosphatase et 250 de gamma-GT, bon, c'est probablement pas que l'alcool ou la stéatopathie métabolique. Et la présence des signatures sérologiques est quasiment tout le temps présente. Dans la CBP, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais les anticorps anti-mitochondrie sont très très bien, les seuils sont très bas. Les anticorps anti-SP100 ou anti-JP210 ne sont pas remboursés, mais sont parfois quand même nécessaires. On les demande toujours avant de discuter la biopsie. Finalement, c'est dans les cas où on pense qu'il y a une cholestase chronique, entre guillemets intrahépatique, avec une absence de marqueurs, ou alors des éléments qui nous font penser à
une hépatite auto-immune associée, on va faire la biopsie. Attention, le diagnostic d'overlap est extrêmement restrictif, avec des transaminases très élevées, des gamma-GT des GG très élevés, et très probablement, il y a beaucoup d'overlap un peu intermédiaire, avec une petite augmentation des transas, une petite augmentation des IgG, et c'est probablement ça qui expliquait l'efficacité du budesonide dans une étude chez les gens qui ne répondaient pas à l'acide ursodeoxycholique. Et le budesonide, c'est un des traitements de référence de l'hépatite auto-immune. Alors que quand nous, cliniciens, hors études, on voulu l'utiliser, finalement, jamais personne n'était content de ce médicament. C'est probablement parce que dans l'étude, ils avaient inclus des gens qui étaient déjà un petit peu avec un overlap, mais sans les critères qui ont été décrits en 98. Alors, j'ai mis ça pour un petit mot d'épidémio. C'est quasiment exclusivement des femmes, même si la prévalence des hommes va augmenter, mais c'est plus grave chez l'homme. C'est plus grave quand le diagnostic est fait plus tôt. Et l'incidence et la prévalence sont extrêmement variables d'une étude à l'autre. Ça va de 1,9 pour 100 000 à quasiment 20 fois plus. Donc on est soit dans une maladie rare, soit dans une maladie extrêmement fréquente. En tout cas, on en voit quand même très fréquemment. Très fréquemment. C'est une maladie qu'on voit en consultation assez facilement, alors que les Budd-Chiari, quand j'étais à Beaujon, j'envoyais des caisses. Là, le seul Budd-Chiari qu'on a vu depuis 5 ans, c'était un faux Budd-Chiari avec un envahissement tumoral des veines hépatiques. Je ne sais pas si tu en avais vu d'autres, Michaela. Voilà. Donc, clairement, c'est pas une maladie si rare que ça. Il y a souvent d'autres choses associées, la fatigue, des signes digestifs, un syndrome sec, pas forcément lié à une autre maladie systémique. Alors, la révolution, ça a été il y a 25 ans, l'acide ursodesoxycholique qui a transformé le pronostic de ces patients, avec, lorsque on commençait tôt, des survies qui étaient comparables entre les patients qui n'avaient pas de CBP et les gens répondeurs. Évidemment, lorsqu'on n'était pas répondeur ou lorsque on commençait déjà malheureusement un peu trop tard au stade de cirrhose, les résultats étaient un peu moins bons. Comment on sait si c'est grave ou pas? Finalement, comme on a la UDC très très facile, on s'est dit, finalement, c'est les gens qui ne répondent pas au traitement qui est pas cher, pas d'effets secondaires et qui est très efficace, qui sont les plus graves. On a construit beaucoup de scores de risque. Chaque ville a voulu faire son score. En France, on utilise les critères de Paris 2, sur lesquels on va revenir. D'autres scores ont l'avantage d'être des scores pas répondeurs, non répondeurs, mais des scores un peu continus, ce qui permet d'avoir un peu de finesse. Et évidemment, d'autres critères ont été décrits. D'abord, effectivement, les critères de Paris. Alors, Paris 1, c'était chez les gens qui étaient déjà au stade de cirrhose. Finalement, ça s'est tombé en désuétude parce que on espère arriver un petit peu avant. Paris 2, c'est un peu plus, on va dire, tôt dans la maladie. Des phosphate alcaline inférieures à 1,5 fois la normale, c'est le truc le plus important. Des azates subnormales et une bilirubine normale. Et l'évaluation se fait tardivement, à 1 an du début du traitement, donc là, on essaye d'évoluer pour pouvoir intervenir un petit peu plus tôt.
Et vous voyez que chez les patients qui étaient répondeurs, hein, il y avait une vraie différence de survie quand on était dans ces critères de Paris. Et finalement, on s'est dit, mais est-ce qu'il ne faut pas mieux normaliser complètement les tests hépatiques? Il y a des travaux qui avaient été faits il y a 3 ans qui avaient suggéré que une bilirubine entre 10 et 17 et des phosphatase alcalines strictement normales et des gamma-GT strictement normales allait être associée à un meilleur pronostic. Et Christophe Corpechot, qui a énormément publié hein, dans la CBP au niveau mondial, il n'y a pas une étude de CBP où il n'est pas mêlé de près ou de loin, a coordonné un travail multicentrique sur près de 4000 patients pour faire plusieurs études ancillaires. 1000 patients bons répondeurs dans les critères de Paris étaient individualisés et finalement en multivarié. Le fait d'avoir des gamma-GT strictement normales, d'avoir des transaminases strictement normales, une bilirubine déjà normale, puisque c'est déjà des patients répondeurs, mais inférieure à 10, tout ça n'apportait pas de gain au pronostic. Et finalement, c'était les phosphatase alcalines qui avaient, de façon tout à fait indépendante en multivarié, une vraie valeur pronostique. Et la différence entre phosphatase alcaline normale, voire même inférieure à 0,9 et pas normale, il y avait une vraie différence. Et en fait, sur la base de ce travail, il y a actuellement une étude en cours pour traiter ces patients qui sont répondeurs, mais selon les critères qu'on utilise habituellement, mais qui n'ont pas normalisé les phosphatases alcalines. Et donc, on verra si, du point de vue interventionnel, ça change quelque chose de les ramener dans la normalité, même si, spontanément, on a envie d'y croire, mais en tout cas, il y a une étude prospective en cours. Un gros point également sur savoir si la SBP elle est grave ou pas, c'est le fibroscan. Il y a finalement beaucoup de travaux dans la CBP avec le fibroscan et on a longtemps dit que c'était le fibroscan initial supérieur à 9,6 qui comptait. Finalement, on a élaboré d'autres choses en disant c'est l'aggravation continuelle du fibroscan. Si on prend 2 points de fibroscan d'élastométrie par an, eh bien, c'est plus grave, versus ceux qui ne progressent pas aussi vite, voire s'améliorent. Et toujours dans je dirais, une étude ancillaire de l'étude précédente, finalement, sans surprise, on a pu affiner un peu tout ça entre les gens qui avaient moins de 8 kPa, ceux qui avaient plus de 15 kPa, et ça c'est cohérent avec d'autres études sur l'hypertension portale, parce que dans Baveno 7, c'est les gens qui sont à risque potentiel d'hémorragie digestive, etc. Donc, pause là, et on arrive, NCBP, finalement on est content, c'est sympa, et on donne le colurso, l'ursolvant, ce que vous voulez, et on dit mince, ça marche pas. Finalement, ça marche pas, on se remet un petit peu en question. Est-ce que le patient n'a pas pris 25 kilos et on n'est pas sous-dosé? Est-ce que effectivement il n'y a pas d'autres éléments? Est-ce que au niveau de l'imagerie, toujours revenir un peu aux bases, finalement il n'y avait pas une maladie des gros canaux difficile à diagnostiquer et on se remet en question, bien sûr l'observance. Mais effectivement, la présence d'une maladie cœliaque,
peut arriver, hein, c'est pas l'allergie au gluten, entre guillemets, comment ça se fait, j'ai 60 ans, ça fait 60 ans que je mange du gluten, c'est exactement la même chose qu'une hypothyroïdie d'Hashimoto, eh bien, on n'est pas avec. Hein, c'est une maladie auto-immune, donc le fait d'avoir une maladie cœliaque acquise peut être un facteur de mauvaise réponse. La survenue d'une dysthymie, etc. Et donc, c'est intéressant ça, parce que derrière, il y a des traitements de deuxième ligne. Alors, je vous présente d'abord le seul qui est la même, qui est finalement le moins intéressant, en plus d'être cher. L'acide obéticolique, commercialisé sous le nom d'Ocaliva, avec une étude, alors donc là, on a l'impression que ça fonctionne, c'est incroyable, merci. Effectivement, on est content que des industriels se soient intéressés à une maladie qui est quand même plus ou moins rare. Ça répond, c'est statistiquement significatif, mais alors c'est les critères de Montréal, hein, déjà, c'est des phosphates alcalines à 1,67. Les critères, c'était la réponse, donc c'est pas la normalisation des phosphates alcalines. Donc vous voyez qu'il y a globalement 50% des patients non répondeurs à la IDC seule qui vont redescendre en dessous d'1,7 fois la normale de phosphates alcalines. Et surtout, ça n'améliore pas l'élastométrie et ça augmente le prurite. Donc on était un peu sur notre fin. Heureusement, on a, en réfléchissant à finalement la physiopathe de la CVP, on a ressorti un vieux médicament du placard qui coûtait rien, qui s'appelle le bézafibrate, qui est un agonisme pan-pipar, hein, qui va justement agir dans la cholérèse. Et plusieurs études rétrospectives de grande ampleur ont conduit à la réalisation de ce travail prospectif randomisé sur 100 patients, avec, ça c'était en 2018, et ça a été reproduit depuis, donc 30% des patients qui normalisaient l'ensemble de leur bilan hépatique, 67% qui normalisaient complètement les phosphates alcalines, hein, donc pas juste inférieur à 1,5 ou 1,7, et une diminution du prurite et une amélioration de l'élastométrie. Donc, on était quand même très satisfait, mais ce médicament, malheureusement, n'a pas pu avoir l'AMM, puisque je pense que ça n'a pas été mené par des industriels. Mais tout le monde l'utilise. Alors, on va passer rapidement, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des choses qui se passent, mais il y a quand même 2 New England de cette année sur la CVP. Donc un agoniste PPAR delta, une sorte de fibrate-like, qui va aussi avoir une efficacité. Alors, c'est toujours les critères de Montréal. Alors, il y a eu 2 études qui sont sorties, une avec une phase 2B et qui a été ensuite poolée avec la phase 3 en retenant uniquement les 10 mg, et de façon très intéressante, une amélioration de l'élastométrie. L'élafibranor, qui a également été essayé dans la NASH, maintenant on dit MASH, pour simplifier, avec un mécanisme d'action assez proche, une bonne réponse. On a l'impression que peut-être un peu moins de normalisation, il n'y avait pas d'évaluation de l'élastométrie, plein de phases 2 en cours. J'en ai mis une pour vous prouver que ça existe avec d'autres mécanismes. Les agonistes affixaires, c'est comme l'acide obéticolique, hein, donc là actuellement on a
ces phases 3 qui sont en cours. Donc, on aura des données bientôt avec, vous voyez, des mécanismes, certes, pi par alpha delta, mais également d'autres mécanismes. C'est intéressant, des médicaments qui sont spécifiquement développés pour le prurite, puisque finalement, et c'est ça qu'il faut retenir, jusqu'à présent, on arrivait à améliorer la survie des patients, mais alors que la qualité de vie était très altérée, eh bien, la plupart des médicaments à notre disposition n'amélioraient pas cette qualité de vie. Et le syndrome sec, souvent on l'oublie. Il y avait une grosse question autour du prurite. On utilisait fréquemment le Questran, qui est peu disponible et finalement pas forcément efficace. La rifampicine est censée marcher, mais moi personnellement, donner des antibiotiques pendant 10 ans à quelqu'un qui diffuse partout, ça m'a jamais vraiment emballé. Et donc, on est quand même soulagé d'apprendre qu'il y a plusieurs produits qui sont dans les tuyaux, soit qui agissent sur les transporteurs biliaires, soit des agonistes opioïdes. En tout cas, il y a des choses qui sont intéressantes, puisque il y a des patients pour lesquels on va parfois jusqu'à la transplantation avec une excellente fonction hépatique, uniquement à cause du prurite qui est insomniant. Et les gens qui me disent ça continue, je vais me jeter par la fenêtre. Donc c'est assez encourageant. Et je vous remercie de votre attention.